Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce webinar. On va attendre encore quelques petites minutes pour laisser le temps à tout le monde de nous rejoindre et on commencera dans 2 petites minutes. Voilà, on laisse le temps à tout le monde d'arriver. Je vous propose pour ceux et celles qui sont déjà parmi nous, vous pouvez utiliser le chat pour vous présenter, peut-être nous dire de quelle entreprise vous venez, quelles sont vos attentes pour ce webinaire aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer. Il est 11h02. D'autres personnes vont nous rejoindre en cours de route. Et donc, sans plus attendre, merci beaucoup à vous tous et vous toutes de vous connecter aujourd'hui pour ce premier webinaire d'une série de 5. On a l'honneur avec Louis de représenter Converteo, cabinet de conseil en digital et en data, avec au programme aujourd'hui une présentation de qui nous sommes Converteo, le focus, et ce sera l'essentiel du contenu de ce webinaire aujourd'hui, sur le baromètre du e-commerce durable, avec une partie objectif, méthodologie, puis une analyse des résultats de ce baromètre. Et puis on terminera avec une séance de questions-réponses. Donc n'hésitez pas dès maintenant à utiliser l'onglet chat pour nous poser vos questions, et puis on prendra un moment en fin de webinaire pour y répondre. Je laisse la parole à Louis pour se présenter. Bonjour à tous, merci Sébastien. Je suis Louis Dechy, partenaire chez Converteo, et je suis ravi de lancer avec Sébastien cette semaine sur les enjeux RSE. Tout d'abord en vous dévoilant finalement notre baromètre du e-commerce durable, puis au cours de la semaine, ça se poursuivra par des interventions conjointes avec des solutions du marché qui vous permettent d'optimiser vos stratégies environnementales. Donc tout d'abord, parlons un peu de Converteo. Converteo, qui sommes-nous? Aujourd'hui, Converteo, on a un cabinet de conseil sur les sujets du digital et de la data. On est actuellement plus de 400 consultants en France, et on intervient donc auprès des directions marketing, des directions e-commerce, des directions digitales ou directions de systèmes d'information, pour aider nos clients à utiliser la data dans le contexte de leur business et de leurs opérations. Et donc, tout naturellement, on accompagne certains clients sur les sujets RSE et donc d'utilisation de la data dans un contexte de RSE, que ce soit sur des sujets d'e-commerce durable ou de décarbonation par la data, comme Sébastien vous le présentera juste après. Mais pour synthétiser, donc Converteo, on intervient principalement sur quatre grands domaines d'expertise. Un premier domaine d'expertise qu'on appelle Analytics et Digital Product. Et là, donc, on vous accompagne sur la web analyse, le tracking de vos sites et la performance de votre dispositif e-commerce. Un deuxième domaine sur lequel on intervient, qui est les sujets médias et CRM. Et là, on a des experts de l'ensemble des leviers qui vous accompagnent sur votre stratégie média, votre stratégie CRM, mais également sur l'opération des leviers, que ce soit le SIA, le social et l'ensemble des autres leviers.
Un troisième domaine d'expertise qu'on appelle data et technologie, dans lequel finalement nous on loge des profils qui sont des data engineers, des chefs de projet techniques, des développeurs qui vont vous aider à concevoir vos produits data dans le cadre de vos opérations. Et un dernier domaine d'expertise qui est là une expertise de conseil sur le cadrage de vos projets data, de vos projets digitaux. Et donc, ce sont des consultants qui travaillent sur la stratégie digitale, la stratégie data et la stratégie marketing des entreprises. Donc voilà pour Converteo. On a actuellement 200 clients qu'on accompagne et on est partenaire avec plus de 90 technologies et dont certaines d'ailleurs interviendront au cours de la semaine avec nous sur ces sujets. Et donc je vais laisser la main à Sébastien qui va donc vous présenter le baromètre du e-commerce durable sur lequel les équipes ont travaillé au cours des derniers mois. Merci beaucoup, Louis. Et pour me présenter, donc Sébastien Zine, je suis consultant senior chez Converteo depuis maintenant près de 5 ans et je mène notre offre Data for Sustainability qu'on a lancée en début d'année et qui s'articule autour de 3 piliers, donc comme le disait Louis. Le premier sur le e-commerce durable, et ce sera l'objet du webinaire aujourd'hui. Le deuxième sur l'économie circulaire, accompagner les entreprises à développer de nouveaux modèles d'affaires sur l'économie circulaire, que ce soit de la location de produits, de la vente de produits reconditionnés. Et le troisième pilier qu'on intitule décarboné par la data, et donc là, ça va être toute la phase de collecte, de structure des données RSE, que ce soit à des fins de reporting, à des fins de mise en conformité ou à des fins de réduction de l'empreinte environnementale de vos différents processus. Si vous avez des enjeux qui correspondent à ces piliers, n'hésitez pas à nous contacter et ce sera avec plaisir pour vous accompagner. Donc aujourd'hui, on va faire un focus sur les résultats de notre fameux baromètre du e-commerce durable, dont on va expliquer la méthodologie dans les slides qui suivent. Et puis, comme le disait Louis, ce baromètre, il s'inscrit dans une semaine très spéciale dédiée à la mise en avant de solutions technologiques et data qui vous accompagnent vers la réduction de votre empreinte carbone. Donc, on aura demain à 11 h un webinaire avec Sweep, qui propose un logiciel SaaS de mesure de l'empreinte carbone de votre activité, avec notamment tout un module de mesure, mais également d'établissement de scénarios. Mercredi, on organise un webinaire avec Whoop, qui est une solution spécialisée sur la gestion de la livraison au dernier kilomètre, en mettant en avant les transporteurs qui sont les plus responsables. Jeudi, à Waro de se présenter. Donc Waro qui propose également un logiciel SaaS, mais cette fois-ci de mesure de l'empreinte environnementale des produits, avec tout un process automatisé de mesure de l'analyse du cycle de vie. Et puis on clôturera cette belle semaine avec la mise en avant de Circularix, qui propose une solution de reprise, de création d'offres de seconde vie omnicanal via une plateforme en marque blanche qui vient s'intégrer directement sur votre site. Et donc, sans plus attendre, les objectifs de notre baromètre du e-commerce durable. Tout d'abord, pour commencer, pourquoi on a voulu faire ce baromètre ? En fait, on est parti de 2 constats. Le premier, c'est on a trouvé qu'il y avait un manque de consensus dans la littérature sur les impacts du e-commerce sur l'environnement, et notamment pour répondre à la question, est-ce que le e-commerce est plus vertueux pour l'environnement que le retail classique ? En fait, quand on pose cette question, on se rend compte que selon les différentes études, on n'a pas de réponse claire et nette. On a certaines études comme celle d'Oliver Wyman sur la gauche qui montrent qu'en moyenne, une commande e-commerce aurait une empreinte carbone 2,3 fois moins élevée qu'un achat classique en magasin. Donc ça, ce serait une première réponse. Oui, le e-commerce est plus vertueux. En fait, si on creuse un peu plus et qu'on regarde une autre étude du MIT, on se rend compte que ça dépend des cas de figure. Typiquement, si on est un internaute impatient qui choisit la livraison ultra rapide du jour au lendemain, potentiellement l'empreinte carbone du e-commerce peut être supérieure dans ce cas-là à l'empreinte carbone d'un achat en magasin. Et puis en fait, si on creuse davantage et si on s'intéresse aux dernières études en date sur ce sujet, notamment celle de l'ADEME sur laquelle on reviendra, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça. On ne peut pas répondre clairement à cette question sans analyser vraiment de quoi on parle quand on parle d'une commande e-commerce, quel scénario on prend en compte. Et donc, nous, notre parti pris chez Converteo, c'est de dire on vous accompagne à regarder en détail l'empreinte carbone et plus globalement l'empreinte environnementale de votre activité e-commerce selon différents scénarios.
pour non seulement la comparer à du retail classique et dire si oui ou non c'est plus vertueux, mais aussi pour vous accompagner à réduire cette empreinte. Pourquoi réduire? Parce que tout simplement, on est dans un contexte où l'accord de Paris en 2015 a posé une première base de réduction, ou du moins d'ambition de réduction de l'empreinte carbone de toutes nos activités. C'est des ambitions qui ont été reprises ensuite dans la stratégie nationale bas carbone en France, avec des ambitions fortes de réduction de 5% des gaz à effet de serre chaque année. Et comme tous les secteurs, le e-commerce est concerné et doit faire sa part. Et puis le deuxième constat qu'on a fait en réalisant cette étude, c'est que tout simplement l'empreinte carbone d'un produit qui est vendu en ligne, la majeure partie de cette empreinte carbone, elle ne provient pas forcément du stockage en entrepôt, de la livraison ou des autres processus de commande en ligne avec toute la consommation des data centers notamment. En fait, le plus gros de l'empreinte carbone d'une commande en ligne, 85 à 95% de cette empreinte, elle provient tout simplement de la fabrication et de l'utilisation de ce produit. Donc, c'était aussi important pour nous de garder cet ordre de grandeur en tête, et on va vous le montrer dans les prochaines slides. On a voulu choisir des critères d'évaluation qui prennent en compte également cette partie fabrication du produit. Donc, voilà un peu les raisons de ce baromètre. Maintenant, si on regarde la méthodologie qu'on a déployée, on est parti d'une base qui a été établie par SimilarWeb, qui est la base du top 100 e-commerce en France au S2 2022, en termes de trafic Internet. De cette base, on a choisi d'exclure quelques secteurs, à savoir tous les secteurs du service, de la grande distrie alimentaire, des biens consommables ou périssables, et des plateformes C2C. Et ce choix, en fait, on l'explique très simplement par le fait que la sélection de critères qu'on a faite, on l'a voulu la plus neutre, la plus juste et la plus objective possible. On a voulu faire en sorte que les critères retenus s'appliquent de manière homogène à toutes les enseignes dont on a regardé les pratiques. Et on s'est aperçu qu'en fait, certains des critères ne pouvaient pas s'appliquer à des acteurs de la grande distribution alimentaire, à des acteurs qui proposent uniquement des plateformes consumer to consumer et sur lesquelles donc, la marge de manœuvre est limitée de la part des enseignes. Et donc, on a abouti à cette sélection de 50 enseignes qui font toute partie du top 100 établi par SimilarWeb en termes de trafic Internet, encore une fois. Et c'est donc cette liste à laquelle on s'est intéressé plus en détail. Donc, on a commencé par faire une revue de littérature sur le sujet, sur l'impact environnemental du e-commerce. Ensuite, sur cette revue de littérature, on a établi une liste initiale de plus de 45 critères qu'on a finalement réduit à 35 critères et qu'on a répartis dans 5 catégories. La première catégorie de critères qu'on a choisie, c'est la viabilité du business model. Et ça rejoint ce que je disais précédemment sur l'importance de prendre en compte la manière dont sont produits les biens avant même d'être vendus en ligne. Donc, on a regardé des critères comme si l'enseigne propose la location de produits, si elle propose la vente de produits reconditionnés, si elle facilite également la reprise de produits une fois que l'utilisateur n'en a plus l'usage. Voilà, tous ces critères qui regardent le business model de l'enseigne. La deuxième catégorie de critères qu'on a choisie, c'est la chaîne logistique, qui représente une part non négligeable de l'empreinte environnementale lors d'une commande e-commerce. Et puis, la troisième catégorie de critères qu'on a retenue tourne autour de tous les efforts produits ou marketing autour de la vente de produits en ligne. La quatrième catégorie de critères qu'on a sélectionnée concerne la transparence consommateur. Ça, c'est une catégorie qui est essentielle selon nous. On y reviendra dans la suite de ce webinaire. C'est là où les entreprises ont encore pas mal de progrès à faire sur accompagner les consommateurs à prendre conscience de l'impact environnemental de leurs commandes et puis également les aiguiller vers les bons choix. On reviendra notamment sur les différents modes de livraison possibles. Voilà, c'est essentiel aujourd'hui pour une enseigne de e-commerce de présenter de manière objective l'impact environnemental du choix de la livraison qui est fait par le consommateur. Et puis pour finir, la cinquième catégorie de critères qu'on a retenue concerne tout le suivi des progrès réalisés et les engagements qui sont pris par les enseignes. On verra de quels engagements on parle, mais ils ne sont pas sortis du chapeau. Encore une fois, les critères qu'on a retenus pour cette étude, c'est des critères qui sont pertinents et objectifs au vu de la revue de littérature qu'on a faite. Et donc voilà, donc c'est sur cette base qu'on est parti. Et comment on a collecté
ces données et ces informations, très simplement, on est allé regarder enseigne par enseigne plusieurs sources de données disponibles. Parfois, on allait regarder sur le site web des enseignes. Typiquement, pour savoir si une enseigne propose la vente de produits reconditionnés, on a la réponse assez facilement en consultant son site internet. Dans la plupart des cas, on a aussi regardé avec détail les rapports RSE qui sont disponibles sur les sites web des entreprises. Et puis pour les plus grandes enseignes, notamment les enseignes françaises de plus de 500 employés, on a regardé des documents tels que la déclaration de performance extra-financière ou le document universel d'enregistrement, qui sont pour certaines enseignes des mines d'or en termes d'informations RSE, en termes d'engagement, aussi en termes d'informations chiffrées. On verra que toutes les enseignes ne sont pas au même stade de maturité ou de transparence. Mais dans la plupart des cas, en regardant ces 4 différents types de rapports et ces 4 différentes sources de données, on arrive à une vision assez complète pour chacune des enseignes. Et c'est cette vision qui nous a permis, en deuxième étape, d'alimenter une fiche par enseigne, donc avec tous les critères en ligne, et si oui ou non, chaque critère était coché par l'enseigne. Et puis enfin, on a pu résumer tout ça dans un tableau de synthèse cross-enseigne pour les 50 acteurs qu'on a regardés. Voilà, donc c'est un process de collecte de données qui est rigoureux. On a fait aussi une cross-validation pour s'assurer que les infos qui avaient été collectées sont correctes. Évidemment, c'est une photo à date qui s'appuie sur cette collecte de données réalisée sur le mois d'avril. Donc, on a bien conscience qu'au fil du temps, les données vont évoluer. On l'espère que les entreprises vont aussi s'ajuster et s'adapter. C'est un travail qu'on pourra mettre à jour l'année prochaine pour montrer les évolutions des enseignes sur ces différents critères. Voilà, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on vous présente cette photo à date dans l'espoir de pouvoir inspirer toutes les enseignes à s'améliorer, à s'inspirer aussi des bonnes pratiques qu'on présente dans le baromètre et à aller vers toujours plus de transparence à la fois pour les consommateurs et pour tous les acteurs de cet écosystème. Voilà, donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est pas de passer en revue l'intégralité du baromètre, que vous pourrez par ailleurs retrouver en téléchargement libre sur le blog de Converteo. On vous mettra aussi un QR code en fin de présentation pour télécharger ce baromètre. Nous, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est un focus sur quelques enseignements clés par catégorie de critères, donc en reprenant ces 5 catégories de critères, pour voilà, vous faire réagir, vous apprendre où on en est en termes de bonnes pratiques aujourd'hui sur ces acteurs du e-commerce. Et sans plus attendre, on va s'intéresser à la première catégorie de critères, donc sur la viabilité du business model. On a choisi de mettre en avant ces 2 enseignements clés, à savoir la part des enseignes qui proposent de la location de produits et la part des enseignes qui proposent de la reprise de produits. Donc le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, on a 40% des enseignes étudiées qui proposent des produits en location. Et ça, c'est très intéressant. Encore une fois, c'est essentiel pour nous de mettre la lumière sur ce critère-là, puisqu'on va de plus en plus vers une économie linéaire par opposition au modèle linéaire classique, et que réutiliser un produit, ou du moins augmenter sa durée de vie, diminue drastiquement son empreinte carbone. Et ce chiffre de 40%, nous, il nous paraît relativement élevé. C'est une bonne surprise. Évidemment, c'est un chiffre qui, on l'espère, va augmenter au cours des prochaines années. Mais en tout cas, c'est un premier constat. On se dit, voilà, les enseignes aujourd'hui, de plus en plus, ont pris conscience de la nécessité de revoir leur business model et de proposer de nouvelles solutions pour leurs clients. Et puis, toujours sur cette catégorie de produits, le deuxième constat qu'on a fait, qui est un peu plus nuancé cette fois-ci, c'est sur la reprise de produits. On a vu qu'on a un peu plus d'un quart des enseignes qui proposent aux particuliers de revendre leurs produits, par exemple via une plateforme intégrée. Donc, c'est ces 2 constats qui concernent la première catégorie. Et Sébastien, première question sur la partie, justement sur la partie reprise de produits. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur concrètement comment ça se matérialise et également quel va être l'apport du digital sur ce sujet de reprise de produits? Ouais, merci Louis de poser la question. Très concrètement, on a des solutions spécialisées qui existent aujourd'hui, qui proposent des logiciels qui s'intègrent en marque blanche sur vos sites internet
On fera d'ailleurs un focus avec CircularX vendredi lors de notre webinaire dédié. Et en fait, globalement, le digital, dans ces cas-là, va faciliter déjà l'identification du produit que le consommateur veut revendre, mais également faciliter l'optimisation du prix de reprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se rend au magasin pour revendre son produit et qu'on parle à un vendeur, on ne va pas forcément avoir une estimation fiable, précise du prix auquel on peut revendre son produit. Et pareil pour l'enseigne, on ne sait pas forcément à quel prix on peut le reprendre. Les solutions qui existent sur le marché, elles proposent, et on le voit par exemple avec Decathlon, un questionnaire en ligne tout simplement, où on va pouvoir en tant que consommateur renseigner quel est le modèle du produit, à quelle date on l'a acheté, dans quel état il est-ce qu'il est presque neuf, est-ce qu'il est usé. Et une fois ce questionnaire rempli, on va avoir une simulation du prix de reprise qu'on peut accepter ou refuser. Et c'est ça qui facilite justement le passage à l'action pour le consommateur. On a plusieurs enseignes aujourd'hui qui ont déployé ces modules de reprise. On peut citer Decathlon et de manière globale une bonne partie des enseignes du groupe Mullier, de l'AFM. C'est pour nous un cas d'usage essentiel et un cas d'usage très intéressant du digital, de l'apport de la data et du digital pour développer cette fameuse économie circulaire. Et puis, sur le critère de location de produits, comme j'en parlais tout à l'heure, on peut citer But, notamment, qui propose aujourd'hui à ses clients de louer des meubles. Donc, encore une fois, un cas d'usage intéressant qui fait aussi appel à des notions de pricing, qui, je le rappelle, est aussi une des expertises de Convertéo. Donc, si vous avez des problématiques ou des questionnements sur la meilleure manière de lancer un nouveau business model autour de l'économie circulaire, comment le pricer, à quelle base client s'adresser, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. Voilà pour ce premier pilier, cette première catégorie de critères qui s'intéresse au business model des entreprises. Et on va pouvoir désormais passer à la deuxième catégorie de critères, donc sur la partie chaîne logistique. Donc encore une fois, on a voulu mettre l'accent sur deux critères prioritaires, à savoir l'absence de livraison express et la signature de la charte Fret 21. Donc en détail, de quoi on parle. On a constaté qu'on a un peu moins du quart des enseignes étudiées qui ne proposent pas de livraison express, c'est-à-dire une livraison qui intervient sous 24 heures. Pourquoi on a retenu ce critère? On a retenu ce critère parce que proposer aux clients des délais de livraison aussi short, ça a un impact non négligeable en termes de non-optimisation de la livraison, notamment en termes de taux de remplissage des camions, par exemple. Ça a un impact aussi en termes du type de motorisation qui est utilisé pour les véhicules de livraison. Si la priorité est de livrer le client dans les plus brefs délais, ça peut vouloir dire faire un compromis environnemental. Et donc, c'est un critère qu'on a choisi et qu'on a choisi de garder. Le deuxième critère, Fret 21. Donc, Fret 21, c'est une charte qui incite tous ses signataires à réduire l'empreinte environnementale du fret, tout simplement. Et on a, pareil, même constat, à peu près un quart des enseignes étudiées qui ont signé cette charte. Donc, vous pourrez aller voir sur le site de Fret 21 qui rappelle un peu les enjeux de décarboner la livraison des produits. Pour rappel, le secteur du transport, d'ici à 2030, doit réduire ses émissions de CO2 de 28%. Donc, c'est un objectif qui est assez ambitieux. Et alors justement, Sébastien, là, tu parles de transport, mais si on prend l'entièreté de la chaîne logistique par rapport à cette catégorie-là, qu'est-ce qui pèse le plus dans le bilan carbone d'une commande e-commerce? Est-ce que c'est justement cet aspect de livraison? Est-ce que c'est le stockage? Est-ce que c'est l'emballage? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet-là? Oui, tout à fait. Alors, pour répondre rapidement, ce ne sera pas la partie stockage en entrepôt, notamment parce que, encore une fois, on a regardé les acteurs français, les acteurs qui vendent en France, et on a un mix électrique en France qui est quand même relativement décarboné, ce qui fait que tout l'acheminement et l'approvisionnement en énergie des entrepôts, en fait, en France, ce n'est pas ça qui représente la plus grande partie de l'empreinte carbone. Ça ne va pas non plus être dans le packaging, même si on a tendance à avoir cette idée conçue que tous les colis, tous les cartons qui viennent avec la livraison d'un produit ont une empreinte environnementale élevée. C'est le cas, et on y reviendra plus tard parce que c'est aussi un des critères qu'on a retenu.
En fait, encore une fois, la plus grosse partie de l'empreinte carbone d'une commande e-commerce, elle réside dans la fabrication et l'utilisation des produits. Et si ensuite on exclut cette partie qui représente quand même 80 à 90% du total, bien souvent, dans la plupart des cas, c'est le transport, que ce soit le transport des marchandises ou le transport des consommateurs, qui émet le plus de CO2. Pourquoi le transport des consommateurs? Parce que même dans le cas d'une commande e-commerce, on peut choisir de se rendre en magasin pour faire du click and collect. On peut choisir de se rendre en point relais. Dans les cas où on habite dans des grandes agglomérations, où on a des points relais à 5 minutes à pied de chez nous ou un magasin à 10 minutes à pied, là, effectivement, ça a un impact positif sur l'environnement parce qu'on va plutôt s'y rendre à pied ou en vélo. En revanche, quand on se rend spécifiquement dans un magasin pour récupérer sa commande e-commerce, les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au déplacement en véhicule thermique, elles deviennent non négligeables. Donc voilà, l'idée, c'est de garder un peu une vision assez holistique de toute l'empreinte carbone d'une commande e-commerce et de se dire, encore une fois, il n'y a pas de réponse claire et définitive. Ça dépend vraiment des cas d'usage, ça dépend du mode de déplacement des clients. Donc voilà, ça mérite de regarder vraiment avec plus de détails les spécificités des modèles d'affaires de chaque entreprise. Voilà, pour conclure sur cette deuxième catégorie de critères, on a aussi mis une capture d'écran de la déclaration de performance extra-financière de Zalando, qui liste alors un autre critère qui n'est pas qui n'est pas un de ceux qu'on retrouve sur cette slide, qui est la certification de leurs entrepôts. En fait, aujourd'hui, il existe un système de certification des entrepôts de stockage qui regarde différents critères d'alimentation en énergie verte des entrepôts, également des critères qui vont être moins axés sur le pilier environnemental de la RSE, mais plus sur le côté social, voilà, prévention des accidents en entrepôt, notamment. Et toutes ces certifications, en fait, sont un gage de sérieux de la part des enseignes, qui sont bien souvent mises en avant lors des déclarations de performance extra-financière ou lors des rapports RSE. Cette notion de certification des entrepôts, c'est aussi un critère qui fait partie des critères qu'on a gardés. Voilà, si on passe maintenant à la troisième catégorie de critères, on a voulu regarder avec détail la manière dont les enseignes promeuvent leurs produits responsables et tout l'effort marketing est produit autour de cette vente de produits. On a fait un premier constat qui est assez positif et assez optimiste, puisqu'on a vu qu'on a la moitié des enseignes étudiées qui facilitent l'identification de produits plus responsables. Qu'est-ce qu'on entend par faciliter l'identification des produits responsables? En fait, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut prendre la forme d'une rubrique dans le méga menu du site de l'enseigne. Ça peut prendre la forme d'un filtre sur les pages de liste produits. Ça peut prendre la forme aussi de proposer des alternatives plus durables lorsqu'on est sur une page produit. Donc en fait, on a beaucoup de manières d'inciter le consommateur à choisir un produit plus responsable. On verra dans une catégorie suivante qu'on a aussi prise en compte évidemment toute la partie information du consommateur sur l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale d'un produit. Mais là, vraiment, l'idée, c'était de se dire, voilà, quelles sont les enseignes qui facilitent cette identification des produits qui sont les plus durables. Et puis, le deuxième critère qu'on a regardé, c'est sur la partie emballage. On a voulu s'intéresser à la part des enseignes qui communiquent sur le taux de matières recyclées qui sont utilisées dans les emballages de colis. Là, il y a une petite subtilité à garder en tête. On ne parle pas de la part des enseignes dont les colis sont recyclables, parce que ça, c'est le cas de la plupart des enseignes. À partir du moment où c'est du carton, évidemment, on peut recycler le carton. Nous, ce qu'on a voulu voir, c'est quelque chose de plus intéressant encore, c'est au sein de toutes ces matières qui servent à fabriquer les cartons qui sont destinés à la livraison, voilà, quelle est la part vraiment de cette matière qui est déjà recyclée? On a été ravis de constater que 70% des enseignes communiquent sur ce taux de matière recyclée. Donc, ça ne veut pas dire que ce taux de matière recyclée est à 100% ou même 80% pour toutes les enseignes. Ça varie, c'est vraiment du cas par cas. En revanche, et c'est aussi notre parti pris chez Converteo, c'est qu'on ne peut pas s'améliorer sans même mesurer et avoir vraiment cette estimation de ce point de départ. Donc, le fait que 7 enseignes sur 10 communiquent sur ce taux de matière recyclée, pour nous, c'est positif. Ça veut dire que les entreprises aujourd'hui ont pris conscience de l'importance de réduire l'empreinte environnementale des emballages
et qu'elle dispose du coup de ce point de départ. Et on espère évidemment que ce taux de matière recyclée ne fera qu'augmenter avec le temps. Sur ce sujet, on peut lister quelques exemples. Pour la partie facilitation de l'identification de produits responsables, on a vu 2 exemples intéressants parmi d'autres. On a vu Electrodépôt qui met en avant, comme je le disais, via leur méga menu, une rubrique intitulée Produits responsables, donc qui est vraiment visible, hein, entourée en vert. Donc même si ça peut faire penser à du greenwashing, finalement ça ne l'est pas parce que ça redirige le client vers des produits dont l'empreinte carbone et l'empreinte environnementale est moindre. Et puis de manière un peu similaire, sur le site des Galeries Lafayette, une rubrique toujours dans le méga menu qui s'intitule Sélection plus responsable. Et puis on parlait juste avant de l'impact environnemental des colis et de la livraison en général. On a trouvé un cas d'usage très intéressant qu'on a voulu illustrer aussi dans notre baromètre, qui a été déployé par Cdiscount. Cdiscount qui a fait un partenariat avec une entreprise qui facilite le renvoi de l'emballage. C'est-à-dire qu'on reçoit son colis, on l'ouvre, et ensuite on peut renvoyer son emballage dans les boîtes jaunes de la poste qui sont un peu partout, pour que ce colis soit ensuite réutilisé. Donc là aussi, un cas d'exemple concret de l'économie circulaire appliquée à la réduction de l'empreinte environnementale des emballages. Pour la 4e catégorie de critères, on a regardé le niveau d'information et de transparence véhiculé aux consommateurs. Et là, en fait, le constat, il est un peu plus mitigé, un peu plus négatif. On a sélectionné parmi d'autres ces 3 critères, à savoir le taux d'enseigne qui indique sur leur site, au moment de l'étape de livraison, l'empreinte carbone de chaque mode de livraison. Et on voit que ce taux, il est très faible. En fait, on n'a que 4 enseignes parmi les 50 qu'on a étudiées qui indiquent clairement voilà, quels sont les différents modes de livraison de produits et leur empreinte carbone associée. Le meilleur exemple, et on ne l'a pas illustré, mais vous pourrez très facilement le retrouver dans le baromètre, c'est Fnac et Darty, qui indiquent au moment de l'étape de livraison, de manière vraiment chiffrée, quelle est l'empreinte carbone donc en CO2, en kilogrammes de CO2 émis d'une livraison à domicile, d'une livraison en point relais ou d'un mode de collecte en magasin, donc le click and collect. Pourquoi c'est important de donner ce niveau d'information au client? Parce que ça l'aide à faire un choix plus éveillé et plus instruit. Nous, notre conviction, c'est que ce chiffre va fortement augmenter dans les prochaines années et que ça va progressivement devenir un must-have. Tout comme le 2e critère de cette catégorie, qui est le critère du score environnemental. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ce qu'on a regardé, c'est le taux d'enseigne qui propose ou qui affiche un score environnemental sur au moins une partie de leur fiche produit. On va le voir juste après ce qu'on entend par là. Et puis le 3e critère sur cette catégorie qu'on a choisi de mettre en avant lors de ce webinaire, c'est les fameux contrats climat. Les contrats climat, en fait, c'est une initiative qui a été déployée par le gouvernement pour permettre aux enseignes de prendre des engagements sur la manière dont ils communiquent sur leur activité. Donc ça, c'est toute la partie marketing et communication. En fait, les enseignes aujourd'hui peuvent, et pour certaines doivent, remplir ce fameux contrat climat. Et on voit que c'est encore pas le cas de toutes les enseignes, puisqu'on a un peu moins d'un tiers des enseignes qui ont rempli ce fameux contrat. Et petite question, Sébastien, le score environnemental, concrètement, comment ça se matérialise et est-ce qu'on aurait des exemples à donner? Oui, tout à fait. On en a quelques-uns. On a choisi d'en retenir 2, qui sont les exemples que vous voyez sur cette slide. Donc le premier, c'est l'exemple de Leroy Merlin, qui a déployé en interne son Home Index, qui est un score qui va Ah, on a eu une petite coupure. Je pense que c'est du côté de Sébastien qu'il y a une petite coupure. C'est bien le cas. Ok. Donc je pense que c'est du côté de Sébastien qu'on a une petite coupure, donc je vais prendre le relais.
Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que c'est bien du côté de Sébastien? Oui, il est en train de se reconnecter. Donc, on en était sur les exemples, sur le score environnemental, avec quelques enseignes qui ont pris les devants. Donc en effet, il a été déconnecté, parce qu'il y a une perte de connexion, donc il va se reconnecter. Donc on était sur le score environnemental avec quelques enseignes qui ont pris les devants et qui ont créé leur score environnemental. Ah, Sébastien est de retour. Tu Ouais. tu m'entends, Sébastien? Bah, parfait, je te laisse reprendre la main alors. Je suis désolé pour ce petit souci technique, j'ai été déconnecté, mais je suis de retour. Donc, ouais, comme le disait Louis, donc sur les scores, et notamment le Merlin avec le Home Index, qui a été déployé en interne et qui en fait se décompose en plusieurs indicateurs qui vont des conditions de production à la durée de vie, la réparabilité du produit, l'utilisation des différentes matières premières et la partie emballage et écolabel. Ça, c'est encore une fois un cas d'usage très intéressant qu'on retrouve aussi sous une autre forme pour Mano Mano. Mano Mano qui a déployé son score carbone en partenariat avec Greenly, et donc qui vise à déployer sur l'ensemble de son catalogue produit un score qui va informer le consommateur, encore une fois, pour faire un choix plus avisé. Pour l'instant, ces initiatives, elles sont quand même assez restreintes. Elles ne concernent qu'une très faible minorité d'acteurs. Un parti pris qu'on a chez Converteo, c'est que la data et son usage peuvent vraiment être un enabler et un accélérateur de ces initiatives. Et donc, on espère et on s'attend à ce que ces cas d'usage deviennent de plus en plus nombreux au cours des prochaines années. Voilà. Et puis, pour la 5e catégorie de critères, on a voulu regarder comment les entreprises suivent leur amélioration et quels engagements elles prennent. Là encore, on a fait une petite sélection dans le cadre de ce webinaire, mais vous pourrez retrouver l'ensemble des indicateurs en téléchargement gratuit. Donc, les 2 indicateurs qu'on a décidé de regarder, c'est tout d'abord celui de l'intensité carbone. On a voulu regarder via les déclarations de performance extra-financière, via les rapports RSE, via les documents universels d'enregistrement, quelle est la part des enseignes qui communiquent sur ce fameux ratio d'intensité carbone. En fait, l'intensité carbone, c'est ni plus ni moins qu'un ratio entre, au numérateur, les quantités de CO2 émis et au dénominateur, le chiffre d'affaires. Pour dire, en fait, pour 1 € de chiffre d'affaires généré, mon entreprise émet tant de kilogrammes ou de tonnes de CO2. Cette notion d'intensité carbone, elle est essentielle parce que on peut partir d'un point de départ qui est, voilà, au global, combien de quantité de gaz à effet de serre l'entreprise émet. Mais si en parallèle, l'entreprise accroît son activité et son chiffre d'affaires, en fait, la valeur brute de ces émissions n'a plus vraiment de sens. C'est pour cette raison qu'on a choisi cet indicateur. Et voilà, donc le constat, c'est qu'on a à peu près un quart des enseignes qui communiquent ouvertement sur cette intensité carbone. Dans la quasi-totalité des cas, pour les enseignes qui communiquent sur cet indicateur, elles le font sur les 3 scopes, le scope 1, 2 et 3 de leur bilan carbone. Donc, pour rappel, le scope 1, c'est tout ce qui concerne les émissions directes de gaz à effet de serre, donc les émissions dont l'entreprise est vraiment responsable. Et puis les scopes 2 et 3 sont les émissions indirectes, pas forcément celles dont l'entreprise est responsable, mais en tout cas celles dont l'entreprise est dépendante pour son activité. Donc ça va notamment inclure toute la partie fabrication du produit, toute la partie utilisation du produit qui est faite par le consommateur et toute la partie fin de vie également. Si vous voulez en savoir plus sur ces notions d'intensité carbone, sur ces notions d'empreinte environnementale et de mesure de l'empreinte carbone des produits et des activités, je vous invite à vous inscrire aux 2 webinaires qu'on a cette semaine dédiés sur ces sujets. Le premier qui est demain avec Sweep et le deuxième qui est jeudi avec Waro. Voilà, et puis pour terminer sur cette catégorie, on a aussi regardé la part des enseignes qui publient leur bilan carbone sur le portail de l'ADEME. En fait, il y a un constat qui est un peu affolant, qui est le suivant. On a un tiers des enseignes étudiées qui ont publié leur bilan carbone sur le portail de l'ADEME, alors que c'est une obligation légale. Elles y sont contraintes réglementairement. Il y a un article du Monde qui est paru il y a quelques semaines, qui dresse ce bilan notamment et qui partage ce constat. En fait, les entreprises aujourd'hui ne sont pas forcément suffisamment incitées à respecter cet engagement. Alors, si on regarde les acteurs du CAC 40, les plus grandes entreprises ou celles qui ont les moyens d'avoir des équipes RSE,
En général, elles calculent leur bilan carbone et elles en parlent dans leur déclaration de performance extra-financière. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas forcément le cas sur l'ensemble du scope 1, 2, 3. Et parfois, c'est lié tout simplement à des questions de manque de compétences, manque d'outillage, d'où l'intérêt justement d'avoir des outils qui facilitent le calcul de l'empreinte carbone et qui vont au-delà en proposant des modules d'optimisation et de construction de différents scénarios. Voilà, on arrive au terme progressivement de cette présentation un peu synthétique des premiers enseignements de ce baromètre. Non. Oui. Non, c'est bon, désolé. Je ne vais pas te couper sur ce point-là. J'avais quand même une dernière question là, sur ce que tu montrais. C'est par rapport au bilan carbone. Ça peut sembler bien sûr compliqué comme exercice et finalement, et on va en reparler dans la suite de la semaine, c'est quels sont les outils qui existent et qui vont faciliter la mesure. Ouais, en fait, la réponse, ça dépend vraiment ce qu'on veut mesurer. Si on veut mesurer l'empreinte carbone d'un produit en particulier, on n'a pas forcément besoin de réaliser le bilan carbone de toute l'entreprise. Là, il y a des solutions dédiées qui existent, notamment Waro, qui vont au-delà du simple exercice de bilan carbone, mais qui vont vraiment regarder une analyse de cycle de vie multicritères, donc qui s'appuie sur des méthodologies officielles qui regardent 16 indicateurs, dont l'empreinte carbone. Et puis si, à l'inverse, on ne s'intéresse pas forcément à l'empreinte carbone d'un produit en particulier, mais vraiment à toute son activité, là, on peut vraiment réaliser son empreinte carbone avec des acteurs spécialisés qui proposent des logiciels SaaS, dont Sweep, pour en citer un. Voilà, dernière illustration, un exemple de déclaration de performance extra-financière, donc Decathlon, qui est arrivé en tête de notre baromètre cette année, qui propose un niveau de transparence assez inédit, qui communique notamment, vous le voyez, c'est le chiffre qu'on a entouré en bleu sur la partie gauche de cette slide, qui communique sur la part de son chiffre d'affaires durable. Ça, c'est intéressant parce que ce que Decathlon a fait, c'est qu'ils ont mesuré sur l'ensemble de leur activité de location de produits, de vente de produits reconditionnés et d'activités de réparation de matériel, à combien ça chiffre, quel est le montant de ce chiffre d'affaires et quelle est la part de ce chiffre d'affaires par rapport à toute leur activité. C'est intéressant parce qu'on voit que Decathlon, bien qu'ils arrivent en tête de ce baromètre et qu'ils cochent la plupart des critères, même avec ça, en fait, on a une part quand même assez limitée de leur chiffre d'affaires qui provient d'une activité vraiment durable d'un point de vue environnemental. C'est encourageant parce que c'est un premier point de départ, parce que Decathlon a pris des engagements qui sont sérieux. Decathlon a des équipes qui sont renforcées pour travailler sur ces sujets. Et voilà, on espère que toutes les entreprises vont pouvoir s'inspirer de cette enseigne pour à la fois progresser et aussi pour proposer ce niveau de transparence. Voilà, la dernière capture d'écran, c'est la charte d'engagement pour la réduction de l'impact environnemental du e-commerce en ligne. C'est une charte sur laquelle on s'est beaucoup appuyé pour établir notre liste de critères et que vous pourrez retrouver. Voilà, donc pour conclure, notre baromètre, il est bien disponible en téléchargement. Donc vous pouvez au choix scanner ce QR code ou bien tout simplement vous rendre sur le blog de Converteo et vous pourrez le retrouver si vous voulez connaître à quelle place figure votre entreprise, quel est le score moyen des enseignes, ou tout simplement pouvoir retrouver des cas d'usage, des exemples, des illustrations qui, on l'espère, pourront vous inspirer. Et voilà, on a quelques minutes qui nous restent pour prendre quelques questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à nous les indiquer dans le chat. Vous pouvez nous faire part de vos réactions si vous en avez. Alors, je ne vois pas de questions, donc bon, j'imagine que ça veut dire que les explications ont été claires. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger l'intégralité du baromètre. Peut-être pour conclure, voilà, pour revenir sur notre offre Data for Sustainability, encore une fois, nous, on vous accompagne sur ces 3 piliers.
De par nos multiples expertises, notre expertise sur le e-commerce, on accompagne depuis plus d'une dizaine d'années maintenant les directions e-commerce à développer leur activité. Aujourd'hui, on est aussi en mesure de les aider à réduire l'impact environnemental de ces activités. Sur la partie économie circulaire, on a réalisé plusieurs projets pour nos clients de business sizing notamment, pour évaluer quel est le potentiel en termes de chiffre d'affaires du développement d'une activité d'économie circulaire. Et on a une forte expertise, comme vous le savez, sur la data, sur la tech. On a des profils de data engineer, de data architecte, de data analyst également. Et on peut mettre ces expertises au service de vos priorités de décarbonation. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si ce sont des sujets qui vous intéressent. On vous accompagnera avec plaisir. Voilà, et puis je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire si vous n'avez pas d'autres questions. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous tous et à vous toutes d'être venus aujourd'hui. Vous pouvez encore vous inscrire pour les prochains webinaires cette semaine. On vous invite à le faire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des besoins d'accompagnement. Et on espère que ce baromètre vous aura été instructif. Merci à toutes et merci à tous. Merci Sébastien et merci à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée.